35 personnes d'arriver. Et puis, on attendait peut-être... Appalaches économique, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et puis, aujourd'hui, on va discuter avec la région de Thetford pour un peu s'inspirer. Je pense qu'avec les défis qu'on a devant nous, ça va être intéressant de voir comment eux ont affronté certains défis. On sait qu'ils en ont vécu des gros défis ensemble dans le début des années 2000. Donc, ça va être vraiment, je pense, intéressant d'échanger sur ce volet-là. Alors, la présentation d'aujourd'hui est possible, évidemment, grâce à nos partenaires. Il y a beaucoup de ces partenaires aujourd'hui, de la TREMCA, quand on met le logo du Québec. En fait, on a le MEI qui est un de nos gros partenaires et la TREMCA avec le Fonds fort. Donc, on vous remercie d'être là aujourd'hui. C'était vraiment ça le but, c'est d'échanger avec nos partenaires pour qu'ensemble, on trouve des idées inspirantes pour innover dans le futur. D'ailleurs, c'est la première d'une série de 4. La prochaine rencontre est le 23 février avec la région de Lanaudière, qui a été la première zone d'innovation, premier espace semblable à nous, qui a été mis sur pied en 2018. Donc, avec 2 ans d'avance, on veut échanger avec eux sur leurs réflexions, ce qu'ils ont mis en place. C'est une région qui nous ressemble quand même passablement beaucoup en termes de nombre de population et donc de moyens, si on peut dire. Alors, c'était l'intérêt d'échanger avec eux. Et par la suite, on prévoit avoir 2 autres régions. On a ciblé des régions, mais on sera ouvert aussi à des suggestions s'il y en a qui ont entendu parler de régions innovantes. On n'a pas encore confirmé les 2 rencontres. On voulait attendre d'avoir une première rencontre avec vous pour vous laisser, autant aux élus qu'aux organismes, la chance de nous dire j'ai toujours voulu échanger avec cette région-là. J'ai entendu qu'elle avait fait des choses extraordinaires. Donc, les gens sont souvent très ouverts. Alors, donnez-nous des idées et on le fera. Alors, sans plus tarder, je vais vous introduire aujourd'hui nos conférenciers d'aujourd'hui. Alors, M. Luc Berthold, député de Mégantic-l'Érable, qui est élu donc depuis octobre 2015, était également maire de Thetford Mines de 2006 à 2013, donc en plein durant la crise de l'amiante, la fermeture des mines. M. Berthold s'impliqua très activement auprès de la Société de développement économique de la région de Thetford Mines durant son mandat à la mairie. Il travaillait avec l'équipe en place et divers collaborateurs du milieu à redéfinir la vision de sa région pour relever des lendemains difficiles de la période de l'amiante. Auparavant, journaliste, attaché politique et directeur des communications, M. Berthold viendra partager avec nous et Luc Rémillard, directeur de la SDE, les défis rencontrés par leur région et les valeurs et approches privilégiées afin de faire de Thetford Mines une région réinventée et reconnue pour son dynamisme renouvelé. Luc Rémillard, il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissez aussi, directeur général de la SDE de la région de Thetford Mines depuis 2005. Il est également président fondateur de l'incubateur E2RT démarré en 2015. Originaire de la région, comptable de formation, M. Rémillard s'est investi au fil des années avec passion afin de développer et réinventer la région et en faire un exemple d'entrepreneuriat et de collaboration. Alors, je vous laisse la parole sans plus tarder. Je pense que Luc Rémillard, tu dois enlever ta présentation pour que M. Berthold puisse mettre la sienne. Bonjour. Et voilà. Il n'y a pas beaucoup de commentaires. Est-ce que vous entendez peut-être parler un petit peu fort, M. Berthold, on vous entend? Oui, je n'ai pas vraiment parlé encore non plus. Donc, parfait. Je ne sais pas si vous voyez mon écran actuellement. Oui, on le voit bien. Parfait. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Merci à Chaudière-Appalaches économique aussi d'être là. On vous voit, mais on ne voit pas votre partage. Je m'excuse. C'est ça que je voulais savoir. J'ai oublié de dire avant de vous laisser parler, les gens qui veulent poser des questions, parce qu'on est beaucoup de monde, on l'a mis en mode webinaire. Merci de l'indiquer dans le chat. Si vous voulez parler, si la question est trop longue, n'hésitez pas à me demander la parole aussi dans le chat. Pour accéder au chat, c'est dans le bas de votre écran, il y a un petit carré chat. Vous avez qu'à écrire à ce moment-là. Alors voilà, je ne vous interromps plus. C'est beau. De toute façon, le chat, il y a l'air d'avoir un petit problème. Pas le chat, mais la petite présentation. Mais ce n'est pas grave, on va y aller avec la présentation de M. Rémillard qui est toujours bien faite et qui est toujours remplie de belles informations. Bonjour tout le monde. Je voulais vous dire merci. Vous permettrez de saluer mon préfet et mon maire qui sont participants également à la rencontre. Ça me fait toujours plaisir d'être là. Je n'ai pas l'intention de jouer à belle-mère aujourd'hui. Je veux parler d'une expérience qu'on a vécue pour relancer la région des Appalaches et relancer la ville de Thetford Mines pendant une période qui a été effectivement très, très difficile. Honnêtement, si on regarde dans l'histoire, si on regarde un peu partout ce qui s'est passé dans le monde, Thetford Mines, aujourd'hui, on ne devrait plus exister. Parce que Thetford Mines, c'était une ville mono-industrielle. On vivait de l'industrie de l'amiante, puis c'était l'industrie principale.
Puis aujourd'hui, il n'y a plus de mine d'amiante en opération, puis pourtant Thetford Mines est encore là, Thetford Mines est encore forte, Thetford Mines a encore des beaux projets, puis Thetford Mines a beaucoup d'avenir. Comment ça s'est fait tout ça? Ben, c'est ce qu'on va essayer de faire, de vous démontrer au cours des prochaines minutes. En compagnie de Luc Rémillard. Luc qui était là avant moi, qui a vécu la période encore un petit peu plus loin, donc qui peut nous amener encore plus loin dans notre réflexion jusqu'à ce que moi je sois devenu maire en 2006. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que les efforts de reconstruction pour réinventer une région, une ville, ça passe obligatoirement par la confiance des intervenants, la confiance des élus, puis la confiance de la population dans l'avenir de sa région. Puis je pense que c'est le principal défi qu'on a eu au tout début, ça a été de faire comprendre à la population que chez nous, malgré toutes les mauvaises nouvelles de fermeture de mines, puis on aura l'occasion d'en reparler, qu'il y avait un avenir à Thetford. Puis on va vous montrer les différents moyens qu'on a utilisés pour le faire. Ça a passé par de l'organisation territoriale, ça a passé par de la motivation, ça a passé par des grands événements, par des grands travaux d'infrastructure. Il y a eu un mélange de toutes sortes de choses qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, on est tous fiers de notre ville puis de notre MRC parce qu'effectivement, on regarde vers l'avant puis tout n'est pas noir et tout n'est pas gris. Au contraire, on a beaucoup d'espoir et l'élan puis la diversification se continue. Donc, Luc, c'est sur ça que je t'introduis. Je vais te laisser commencer avec la présentation, puis moi, je vais me permettre d'intervenir au fur et à mesure de la présentation pour donner le petit côté politique à toutes ces décisions-là qui ont été prises. Oui, exactement. On a décidé de faire ça, le caractère un peu plus dynamique. Donc, M. Berthold va intervenir au fur et à mesure. Bien, premièrement, merci Michel, qui est commissaire régional à l'innovation au niveau de Chaudière-Appalaches économique. Là. Merci de l'invitation. L'innovation, oui, il y en a en entreprise, il y en a en produit, mais il y a aussi de l'innovation qu'on peut faire même au niveau de l'organisation du développement économique. Ce qu'on va vous présenter essentiellement aujourd'hui, c'est notre recette de sauce à spaghetti. Ce n'est pas nécessairement la recette de sauce à spaghetti, mais il y a toujours moyen de prendre les éléments que vous trouvez les plus intéressants et de les appliquer. On a fait cette présentation-là, je vous dirais, un peu partout. On a eu la chance de présenter notre enlignement un peu partout au Québec, puis on le fait même du côté de l'Europe. Puis je vous dirais que le message est toujours le même. Nous, on sait beaucoup. On a fait des Chinois de nous autres, je dirais. Là. On a copié un peu ce qu'il y avait ailleurs, ce qu'on trouvait le plus intéressant, puis on l'a adapté ici au fil des ans. Donc, je vais commencer peut-être juste par positionner la région là, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la région de Thetford. Donc, effectivement, la MRC des Appalaches, région de Thetford, pour nous, c'est la même chose. Là. Il y a une connotation d'utilité plus marketing, je dirais, en utilisant l'appellation région Thetford quand on fait de la business, là, mais à l'interne, évidemment, c'est la MRC des Appalaches avec les 19 municipalités sur le territoire. On parle d'à peu près 43 000 de population, avec évidemment une ville-centre qui est la ville de Thetford qui va atteindre 26 000 de population prochainement. Et 3 pôles majeurs de services, là, tout le secteur d'Adstock, la ville de Disraeli, qui est aussi au pied d'un lac là, qui nous donne quand même, au niveau touristique, un avantage important. Et tout le secteur d'East-Broughton. Puis j'ajouterais peut-être même là, au niveau des parcs industriels, entre autres, Sainte-Clotilde, qui est très, très développé. Donc, c'est à 1h15 de Sherbrooke, 1h de Saint-Georges, 1h30 de Trois-Rivières. Donc, on peut dire qu'on est pratiquement au centre du Québec, là, plus au sud, et à 1h des lignes américaines. Donc, ça vous donne une idée. Au niveau affaires, bien, nos entreprises exportent beaucoup quand même vers les États-Unis, tout le corridor qui mène jusqu'à New York en passant par Boston. Bref, je positionne ça comme ça pour vous faire juste un peu une idée là, de où on se situe et de quoi on a l'air. Rapidement, c'est un pôle quand même, un pôle d'attraction commerciale qui est quand même assez important dans un rayon de 40 km autour de la ville de Thetford. On a pratiquement 2 milliards qui se dépensent annuellement. Donc, pour nous, ça, c'est important. Ça démontre que quand on a commencé à travailler, on avait quand même un bassin qui était important là, d'activité économique. Dans le rayon de 20 km autour de la ville de Thetford, on parle pas tout à fait d'1 milliard, là, 746 millions de consommation, de dépenses estimées en termes de consommation. Donc, il y a quand même un gros bassin
important là, de vitalité économique autour de la région. Ça, Luc, si tu permets, ça, ce graphique-là, on l'a utilisé à plusieurs reprises. À la fois chez les gens de chez nous pour leur démontrer le potentiel, pour leur démontrer qu'on était le centre de l'univers, parce que c'est un peu comme ça qu'on voulait qu'ils se perçoivent, parce qu'on se disait, si on peut faire quelque chose à Québec, si on peut faire quelque chose à Saint-Georges, si on peut faire quelque chose à Rimouski, on peut aussi le faire à Thetford. Voilà la preuve pourquoi on peut le faire, c'est qu'on n'est pas au milieu de nulle part, on est plutôt au milieu d'un grand bassin. C'est à nous de faire en sorte d'aller rejoindre ces gens-là. Puis ça, on l'a utilisé, Luc, je ne me souviens pas combien de fois cette diapo-là, et tant localement, tant pour convaincre les gens de chez nous que pour attirer des gens de l'extérieur aussi. En fait, je rajouterais que toutes les représentations à caractère un peu plus commercial avec les communards de ce monde, les Canacs, les franchisés, je vous dirais que ça a été, à l'époque du Walmart, c'est des données qui sont venues secouer un peu le temple en disant « OK, attends un peu, il y a de l'activité dans ce coin-là, on ne l'avait pas sur notre carte. » Et comme on s'est mis à se retrouver dans le journal Les Affaires, dans la section franchise ou affranchisé, on avait Sherbrooke, on avait Saint-Georges, mais tout d'un coup, on avait Thetford. Pourquoi? Le défi, j'imagine, à ce moment-là, c'était les fermetures des mines. Vous nous rappelez, c'était quelle année, Luc? On va y venir juste après. On va y venir juste après. Vous allez voir que les fermetures, on a été aux soins palliatifs pendant quand même un bon bout de temps. On va y revenir tantôt. Sur l'acétate suivante, pour ceux qui ne connaissent pas la région, comme se plaît à le dire, Mémère, je vais dire, c'est une ville qui a été construite dans une mine. Donc, on pouvait le voir là, à partir des éléments, puis M. Brousseau pourra en parler longuement parce qu'il l'a peut-être détaillé un peu plus dernièrement pour le BAP. Là. Mais essentiellement, un des grands propriétaires fonciers encore, c'est les compagnies minières sur notre territoire. Et évidemment, la présence des résidus miniers en quantité, c'est des millions de tonnes de résidus miniers, en témoigne grandement. On a eu sur le territoire jusqu'à 27 mines en opération. Donc, ça vous donne une idée là, que c'est un territoire qui est effectivement minier et miné. Je dirais aussi, là, on embarque un peu plus dans l'histoire là, pour positionner de où on est parti, comme tu le disais, Michel. Essentiellement, on ne passera pas tout ça en revue, puis je vais laisser M. Berthold parler un peu plus du comité de diversification en 1996, mais essentiellement, là, la descente a commencé au cours des années 1975. Au milieu des années 70, on avait jusqu'à près de 5000 travailleurs dans l'industrie minière. Et ce qu'il faut retenir, c'est que 90 de notre économie était reliée au secteur minier. Donc, les mines faisaient, à toute fin pratique, vivre là, 90 de notre économie. C'était très peu diversifié. Nos entreprises dans le secteur manufacturier travaillaient essentiellement que pour le secteur minier. Donc, à partir des années 80, on a commencé à voir les fermetures des différentes fusions et fermetures des compagnies minières. Et jusqu'à temps qu'on s'aperçoit là, que le bannissement de l'amiante, le bannissement par la France, entre autres, et la tendance qu'on voyait dans les années 90 a fait en sorte qu'à un moment donné, là, on a vu que c'était à toute fin pratique, c'était inchangeable le fait que tôt ou tard, l'industrie minière du secteur de l'amiante était pour disparaître dans la région. Les emplois qu'on voit, c'est des emplois miniers à l'écran. Exactement. Ça, c'est des emplois dans le secteur primaire. Grosse dégringolade. Secteur primaire. Et aujourd'hui, il en reste, à toute fin pratique, 6 emplois dans ces secteurs-là. Donc, on est passé là, au milieu des années, en l'espace de 30-35 ans, de 5 000 emplois dans le secteur primaire liés aux mines à 6 emplois là, dans le secteur minier. Et devant tout ça, je vous dirais, en 1996, il y a un leadership temporaire qui s'est pris. On va voir que je dis temporaire, on va l'expliquer pourquoi. C'est qu'il y a un comité de diversification qui a été mis en place dans les années 95-96. Et c'est des leadership temporaires par les gens du milieu, je dirais, là, qui ont cru bon dire, là, il faut se faire une table de diversification, il faut se rencontrer et il faut commencer à penser au futur. Et suite à la fermeture en 2011 de la mine... En fait, ce que je voulais dire, c'est que la dernière mine a fermé en 2011. Là, ouais. Et à ce moment-là, on n'a plus aucune activité minière. En 1996, Luc, ce qu'on peut parler dans le comité de création du comité de diversification, c'est que les gens avaient vu
s'en venir effectivement l'inévitable, puis on voyait les mines fermées, puis on voyait les entreprises qui avaient de plus en plus de difficultés. Donc, les gens se sont mis en place, puis se sont réunis pour regrouper le plus de gens possible. Ils ont créé une planification stratégique. Puis, pendant les premières années du comité de diversification, je pense qu'on peut le dire comme ça, on visait le coup de circuit. On visait aller chercher une grande entreprise, on visait le sauveur, on visait quelque chose qui viendrait complètement nous repartir notre économie. Donc, tout le monde s'était mis ensemble, tout le monde avait vu des sous, tout le monde voyait qu'il y avait un chose. Donc, ça a été le début des discussions, tout le monde ensemble. Moi, je suis arrivé en 2006 à la mairie de Thetford puis à la Société de développement économique. Juste pour vous dire, à ce moment-là, il y avait encore à peu près 900 emplois dans les mines parce que la mine Bell était encore en opération. Puis, c'était encore important. 2007, un coup de massue, la mine Bell ferme ses portes. Mobilisation de la population pour tenter de sauver. Et la mine, ça n'a pas fonctionné. Essayer de se trouver un autre champ d'orientation. On dit, on va faire une mine-école. Ça, c'est la table de diversification. On parlait de ça. On va faire une mine-école dans la mine. On a travaillé, on est allé chercher des sous pour faire en sorte de pomper de l'eau. Je pense que ça coûtait 25 000 $ par semaine, pomper l'eau. On l'a sauvé pendant une semaine, la mine, puis ça a été fini. Là. Mais on visait le gros projet, là. C'est quelque chose qui était vraiment différent, quelque chose qui ferait en sorte qu'il y aurait un élément qui nous ferait sortir de l'ombre, qui nous ferait sortir, qui nous redonnerait notre fierté d'antan, là. Mais ça ne s'est pas produit comme ça. La chance qu'on a eue, puis je pense que Luc pourra en témoigner tantôt, c'est que quand vous avez vu la diapositive précédente, les mines, les emplois se sont en allés tranquillement. Ça a permis à nos fournisseurs, à nos manufacturiers qui faisaient affaire à 100% avec les mines, de tranquillement, pas vite, se réorganiser, tranquillement, pas vite, se trouver une nouvelle clientèle, puis tranquillement, pas vite, à chaque fois qu'il y avait une mine qui fermait, qui perdait 20 ou 25% de leurs clients, ça leur laissait du temps pour aller trouver un 20-25% de clients ailleurs. De sorte que quand la dernière mine a fermé, ça n'a pas été la catastrophe attendue, la ville n'a pas fermé, parce que les manufacturiers étaient déjà prêts. Mais on avait quand même un grand problème, c'est que les investisseurs, l'immobilier, les gens n'avaient pas le désir, n'avaient pas la foi d'investir dans notre milieu. Puis ça a été mon grand défi, puis le grand défi des organisations économiques. Puis c'est là qu'on a décidé, à ce moment-là, de travailler conjointement, main dans la main avec les organisations qui étaient déjà là en place, c'est-à-dire les CLD, la SDE, les organisations de développement économique, qui étaient en place, puis on a comme rechangé notre focus, puis Luc va pouvoir en parler parce que Luc, c'est un des artisans, c'est un des promoteurs de cette nouvelle vision-là, de faire en sorte que viser le coup de circuit à 1000 emplois, c'est bien, mais quand tu ne l'as pas, ça fait mal. Et l'exemple que je vais donner, c'est Magnolia. La région a couru après le projet Magnolia qui s'est implanté à Asbestos, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ces années-là. Malheureusement, ça n'a pas duré un an. Il y a eu 1 milliard d'investissements. Toutes les billes ont été mises là-dedans. Nous, on l'a échappé, le projet, parce qu'au départ, il devait venir s'établir ici. On l'a échappé. Puis quand tous les efforts ont été mis là-dedans, par la suite, il y a eu une période très, très, très difficile à Val-des-Sources de se relever de ça. Aujourd'hui, ça va bien. Eux autres aussi ont pris une approche qui était plus diversifiée. Mais quand tu mets tous tes œufs dans le même panier, ça ne fonctionne pas. Puis nous, ça nous a forcé à voir les choses différemment, puis à faire, pas juste chercher la grosse usine de chaudron là, qui va faire en sorte de tout changer l'économie de la ville, mais plutôt travailler avec les gens qui sont déjà en place pour créer des emplois, pour les aider à se développer. Et vous allez voir, tantôt, on va vous en faire la démonstration. C'est une formule qui nous a été très gagnante. Juste compléter en disant qu'à la fin des années 90, l'avantage du comité de diversification économique qui a exercé un certain leadership temporaire, un des avantages, c'est que le monde a réalisé qu'on était pour survivre ensemble, vivre ensemble tout le monde ou mourir tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est un héritage qui est important. Il y a une prise de conscience qu'il fallait justement se mettre à travailler ensemble. Donc l'héritage le plus important, c'est qu'on est passé du « je » au « nous ».
Donc, les approches sont complètement... Puis ça, c'est un héritage qu'on a encore, je pense. C'est qu'on a compris une chose, c'est qu'au-delà du beau mot de concertation, tout le monde autour d'une table, là, puis avoir bien du plaisir, il y avait moyen de travailler sur des projets ensemble. Puis c'est ce qu'on fait dans la région et qu'on continue à faire sur différents dossiers. Donc ça, c'est un héritage qui est quand même assez important. Et ça l'a surtout forcé chacune des organisations à se mettre en action. La planification stratégique en tant que telle, si on la ressortait et on la regarderait, on réaliserait une chose qui est assez intéressante, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui était prévu là-dedans qui s'est réalisé. La vraie réalité, là, c'est que la planification stratégique, ce qui avait été visé en 1996 versus ce qu'on est aujourd'hui, il y a des secteurs complets qu'on n'a absolument rien là-dedans, mais ça a fait en sorte que tout le monde s'est mis en action, tout le monde s'est mis à bouger. Le cégep, qui était supposé d'être sous la barre des 900 étudiants, puis qu'on parlait de mettre en tutelle, puis de donner quasiment la gestion à un autre cégep, bien, on est rendu au contraire. On a eu une croissance comme on n'a pas vu même dans bonnes années avec au-delà de 1100 étudiants. On est rendu avec, non seulement qu'on est loin d'être sous tutelle, on est rendu avec des satellites de formation dans la Binière. Donc, toutes les organisations sont mises à travailler sur des projets, sont mises en action. C'est ça l'héritage qu'on a de cette période-là. Et un des héritages aussi, Luc, c'est les centres de recherche qui ont été mis en place par le Cégep qu'on peut mentionner. Aujourd'hui, le collège de Thetford, je pense qu'il est au 12e ou au 13e rang de tous les collèges au Canada en matière d'investissement en recherche. Et ça découle, ça c'est une des réalisations, je pense, de la planification stratégique, notamment Kimitech, qui était autrefois Oléotech, s'il y en a qui sont plus là. Et ça, c'était une des stratégies, une des pistes qui avait été identifiée, l'oléochimie industrielle. Oui, c'est ça, l'oléochimie. Oui. Et puis, ça a fait travailler plein de gens ensemble pour nous permettre justement d'obtenir puis d'aller dans cette direction-là. Quand Luc disait que les gens ont travaillé ensemble, ben Desjardins a travaillé, le comité de diversification a travaillé là-dessus. Tout le monde a travaillé pour qu'on se dote de cette filière-là, alors que, sincèrement, là, moi, l'oléochimie, je connaissais pas ça pas en tout. Là. Je suis même allé vendre ça en Europe dans une mission avec Luc et avec les gens de l'oléochimie. Mais on s'était dit, il faut montrer que le milieu est derrière le projet. Et ça, je pense que ça a été une des forces qu'on a eues, c'est que à partir de ces années-là, le milieu était derrière chaque projet qu'on présentait, soit au fédéral, soit au provincial, soit à une entreprise. Le milieu était toujours là. On n'allait jamais là seul, comme le disait Luc, mais c'est toute une région qui allait pour vendre le projet. C'était beaucoup plus facile à vendre parce que si on avait des questions sur l'hébergement, on avait les gens de l'hébergement qui étaient là. Si on avait des questions sur l'éducation, on avait les gens de l'éducation qui étaient là pour répondre aux questions. Bref, de travailler tous ensemble, ça nous a effectivement permis de nous sortir de cette bulle d'amiante là, qui était la nôtre pendant des années parce qu'il ne faut pas se le cacher. Thetford Mines, quand ça allait bien avec l'amiante, n'avait pas besoin des autres. On n'avait pas besoin de se mettre ensemble parce que c'était les mines qui fonctionnaient. Puis les autres autour, ben faites ce que vous voulez. Nous autres, ça va bien. Les taxes rentrent, l'argent rentre, puis on a des travailleurs en masse. Thetford Mines avait le 2e salaire le plus élevé hebdomadaire au Canada. Donc, c'était une ville riche. Il y avait toutes les banques sur la rue principale à Thetford, sur la rue Notre-Dame. Là, toutes les banques étaient là. C'était comme ça. Donc, pour les gens, de passer de ça à dire on va diversifier notre économie pour la population, ça n'a pas été facile de leur faire croire puis de leur faire prendre conscience qu'on pouvait le faire. Puis ça, ben, le comité de diversification puis les tables qui ont été mises en place, ça nous a permis justement de réunir les acteurs puis de dire, écoutez, il faut qu'on ait tous le même discours. Il ne faut pas qu'on ait un discours négatif puis dire qu'il n'y aura pas rien qui va se passer, que ce soit en santé, il ne faut pas laisser le centre de santé perdre des services, il faut se battre pour la santé. Bref, on est devenu vraiment un milieu tissé serré et ça, c'est la base de toute relance économique. On ne peut pas se relancer si on se chicane puis si on est chacun de notre bord à tirer sur notre couverte. C'est comme ça qu'on a commencé à réussir. Puis on l'a fait dans toutes sortes de projets de fous. Luc, je vais te laisser continuer, là, mais il y a eu toutes sortes de projets de fous qui nous ont permis de faire en sorte d'amener la population avec nous autres, tout en continuant les démarches structurées de développement économique. Je continuerai en parlant de la période, justement, comme M. Berthold parlait tantôt, là, juste pour
positionner l'affaire de 96 comme on était une région de 96 à 2005, là, comme on était une région de grande industrie, bien évidemment, le réflexe, ça a été de chercher la grande industrie. Donc, comme on disait tantôt, là, pendant pratiquement 9-10 ans, on a même le regroupement de gens d'affaires. Il y a un comité de gens d'affaires qui a été mis sur place, qui ont ramassé tout près de pratiquement 1 million pour mettre à disposition d'un commissaire industriel à l'international. Donc, la vision, c'était vraiment de dire, il faut aller chercher un grand joueur. Ça nous prend un Hyundai de ce monde ou un Volkswagen, ou appelez-les comme vous voudrez. Là, ça nous prend un grand joueur qui vient s'établir, puis ça, ça va régler tous nos problèmes. Un sauveur d'ailleurs. C'est ça, exactement. Fait que pas besoin de vous dire que ce n'est pas arrivé, parce que la réalité, puis on le verra tantôt, là, c'est que ce genre de coup-là arrive de façon très, très sporadique. C'est dans les petites régions, si on voit les décrets qui sont passés dans les États américains pour attirer des grands joueurs comme General Electric ou peu importe, là, on voit qu'il y a des centaines de millions qui sont mis à leur disposition. Donc, de nos jours, c'est pratiquement impossible d'attirer ces grands joueurs-là dans nos régions. Alors, devant ça, en 2000, puis peut-être que M. Berthold pourra en parler, mais en 2005, il y a un leadership qui a été, après pratiquement 10 ans du comité de diversification, il y a des gestes qui ont été posés par la MRC pour repositionner, je dirais, le rôle de la Société de développement économique comme l'acteur central au niveau du développement économique dans la région. Le conseil d'administration qui représente différents secteurs d'activité a comme repris un peu le leadership qui commençait à s'essouffler du comité de... On est parti de la base qui était là, mais un leadership qui était temporaire qui commençait à s'essouffler. Et c'est plus autour de la MRC puis de la Société de développement économique là, que la suite des choses, c'est comme un peu orchestré. D'ailleurs, le comité de diversification, quelques années plus tard, a disparu, je dirais. Là, les actions qui étaient menées par le comité de diversification ont arrêté. Ces changements-là ont amené des acteurs différents autour des différentes tables et ça a permis de poursuivre les choses, mais sur un enlignement, je dirais, qui était totalement différent. Je ne sais pas si, Luc, tu avais de quoi ajouter par rapport à ça? Bien, juste rapidement, c'est que le gros problème du comité de diversification, c'est que les élus n'étaient pas là. On avait cette philosophie-là à l'époque de dire on va tasser les élus, c'est des empêcheurs de tourner en rond, c'est de la politique, ils pensent à court terme. Puis ça, c'était un des éléments du comité de diversification où les élus étaient très, très peu présents. C'était une affaire de gens d'affaires, puis il fallait que ça fonctionne comme ça. Puis ça a bien été jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça s'essouffle parce que les ressources ne sont pas inépuisables quand tu n'es pas aidé par le gouvernement ou les municipalités. Donc, en ramenant ça au niveau des élus, en ramenant avec les élus, les intervenants du comité de diversification économique, en créant des tables, en faisant en sorte que tout ce monde-là se parlait régulièrement, bien, ça a permis effectivement, Luc, de faire en sorte que nos actions étaient maintenant coordonnées entre les conseils municipaux, la MRC et les intervenants économiques. Et ça a été un grand changement parce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on ne fait pas une relance sans la population et les meilleurs contacts pour les populations, c'est leur municipalité, leur MRC et bien sûr leurs élus. Mais si on les tient à part, si on ne les informe pas, si on ne travaille pas conjointement avec les élus de la place, bien, comment voulez-vous que le message passe dans la population, qu'il se passe quelque chose, puis qu'on est capable de travailler ensemble? À l'inverse, quand les élus ont besoin de ces intervenants-là pour faire des démarches, pour faire des interventions, bien, ils sont là, ils sont présents parce que ils ont participé à tout le processus. Je pense que c'est ça qu'on peut dire, Luc, le principal changement qui a amené en 2005, ça a été de dire, OK, on a ça, on profite du comité, de l'effort du comité de diversification, on prend les meilleures ressources qui ont été mises en place, on réunit ça autour de notre CLD, puis on continue à travailler dans la structure qui est là, qui a des ressources, qui a des moyens et surtout qui assure une stabilité à l'ensemble de l'opération. Donc, les élus ont toujours été là, puis les élus ont toujours gardé la main haute, je le dirais comme ça, sur le développement, mais tout en laissant une grande, grande place aux autres intervenants.
C'est un mélange. Si je comprends bien, votre conseil d'administration, c'est un hybride du comité de diversification qui là, est adjoint des élus, mais qui est devenu presque un comité opérationnel. Il ne faisait pas juste de l'administratif. Ben, oui, parce qu'on avait, comme vous le voyez là, on a créé des tables. Chacun des membres du conseil d'administration faisait un rapport de sa table agriculture, un rapport de sa table économique, un rapport. Donc, on était au courant de ce qui se passait dans chacun des domaines. Puis l'information, c'est important. C'est quand on prend des décisions. Les élus, on voit venir les programmes, on voit venir toutes sortes de choses. On sait quand les élus provinciaux, les élus fédéraux, on sait quand les gouvernements s'en viennent avec certains programmes, il faut être prêt. Parce que le jour où le programme arrive, si ton projet n'est pas sur la table, ben, il est déjà trop tard. Donc, quand on a réussi à faire travailler tout le monde ensemble, ben, ça nous a permis de passer en avant, d'être un pas en avant je ne dis pas des autres régions, mais d'un pas en avant même de nous-mêmes, parce qu'on a vu venir des choses, puis on a pu être prêt quand les opportunités se sont présentées. Et c'est surtout ça. Quand les opportunités passent, on était prêt. On était prêt pour les grands projets d'infrastructure. On a été prêt pour mobiliser notre population. On partait de loin. Je vais juste vous raconter une anecdote. Pas longtemps après que j'ai été élu maire, j'ai participé à une activité qui était faite par le ministère de la Culture. On a invité un artiste d'une autre province. Il devait passer la journée avec nous autres. Puis à la fin de la journée, il nous donnait son compte-rendu de comment il voyait l'avenir de notre ville. Ça a été super intéressant, sauf que le monsieur qui arrive d'une province de l'Atlantique, imaginez ça, il vient coucher au Comfort Inn à l'époque à Thetford, il se lève, il va manger au Mike's qui est juste à côté, tout va bien. Il commande son déjeuner, il est emballé, là. Il va passer la journée avec le maire, il va apprendre à connaître une nouvelle région, il commande ses œufs et son bacon, puis il va demander à la serveuse comment ça va ici à Thetford. La réponse qu'il y a, c'est « que c'est plate, monsieur ». Ah, moi, là, il dit, je reste pas ici, là, je demeure dans Beauce, je viens travailler ici, puis je suis obligé, mais moi, je vivrai jamais à Thetford, là, c'est épouvantable. Ça, c'est son premier contact qu'il a eu. Fait que les pires ennemis de notre région, c'était les gens qui travaillaient chez nous, parce qu'il n'y avait pas de message positif à passer. Il n'y en avait pas de message d'espoir. Puis eux autres, tout ce qu'ils avaient hâte, c'était de finir le chiffre puis de s'en aller. Quand le monsieur a fini sa journée, il était super content de la ville. Puis là, il nous a dit, il faut que vous cassiez ça, cette image-là que les gens ont d'eux-mêmes. Ça a été le premier message qu'il nous a donné. Puis ça a été le message, je pense, le plus important. C'est ça qui m'a motivé, moi, comme élu, par la suite, à parler avec les gens et dire, il faut casser ça, ce négativisme-là qui vient de nous-mêmes, parce qu'on ne sera jamais capable de convaincre les autres qu'on est bon si nous autres-mêmes, on ne le croit pas. Ça commence de l'intérieur. J'ai M. Vachon, Paul Vachon, qui aimerait intervenir. M. Vachon, est-ce que vous devriez avoir le micro à ce moment-ci? Vous pouvez même mettre votre caméra si vous voulez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK. Écoutez, je ne sais pas si c'est le bon moment d'intervenir, mais j'entends depuis tout à l'heure des deux Luc. En fait, je vais me situer. Mon nom, c'est Paul Vachon. Je suis le maire de Kinners Mills, le préfet de la MRC des Appalaches et le président de la TREMCA, la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches. Ce que les deux Luc ont dit depuis tantôt, là, puis c'est tellement important de le souligner, c'est les mots ensemble, c'est les mots tout le monde, c'est les mots milieu. Et c'est ça, je pense, qui a fait toute la différence de ce qui peut nous caractériser. Moi, je me souviens, quand je suis devenu maire, mes premières réunions que j'ai eues à la MRC, les gens me disaient « Qu'est-ce que tu vas faire là? Ça chicane tout le temps. » Mais non, c'était pas ça. Puis ça, je pense qu'on le doit. Puis je n'ai pas parlé au Luc là, avant, inquiétez-vous pas. Mais je pense qu'on le doit. Non, ce n'est pas arrangé pantoute. Puis on le doit notamment à Luc Berthold, ça, ce climat-là là, qui a changé. Travailler ensemble, dans nos complémentarités, là, et reconnaître que notre ville-centre, qui est de la moitié de la population et un peu plus, là, c'est le moteur économique, c'est le poumon économique, c'est le cœur de notre région. Quand notre ville-centre va bien, ben tout va bien. Il faut travailler ensemble. Ça, moi, je pense que c'est un des aspects, parce que quand on se divise et quand on perd des énergies et du temps sur nos particularités qu'on pense plus importantes que l'ensemble, ben c'est là, je pense, qu'on va faire fausse route et qu'on ne pourra pas développer notre région. L'autre affaire aussi qui est très importante, c'est de faire confiance à nos institutions. On a eu une crise importante lorsque le gouvernement, la période d'austérité, avait aboli les CRE et sous-financé jusqu'à quasiment les faire disparaître, les CLD. On a dû prendre une décision, nous, la MRC, qui était
vous dirais importante pour nous parce que ça nécessitait des mises de fonds importantes. Mais on avait tellement confiance dans notre CLD parce que notre expertise était là. On se disait, on ne peut pas croire qu'un jour, le prochain gouvernement ou même le gouvernement qui est là ne s'apercevra pas qu'il est en train d'éteindre le moteur économique des régions. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a injecté de l'argent, on s'est fait confiance, on a fait confiance à nos institutions. Fait que je pense qu'au-delà de toutes les organisations, le grand message, c'est de travailler ensemble. Oui. Merci, Paul. Ouais. D'avoir une vision commune aussi. Hein. Je pense que tantôt, ça a ressorti beaucoup là, d'avoir une vision positive, d'arrêter de focuser sur le négatif. Ça, c'est facile. Mais on va justement... passe, là, mais... C'est pas si facile que ça. Non, mais focuser sur le négatif, ça vient facilement. On est bon là-dedans. Ouais. On va justement en parler. En fait, pour poursuivre, parce que je vois qu'il est rendu, t'en passes. En fait, en 2005, on a une approche qui a été totalement renouvelée. Donc, à partir de là, je dirais qu'il y a un constat qui s'est fait, qu'il fallait, premièrement, puis on va le présenter tantôt, là, on réalise une chose qui est importante, c'est qu'on a, comme M. Berthold, avec son anecdote par rapport à la visite qui était venue dans la région, puis le message qu'il y a eu dans les restaurants, il y avait un problème au niveau des communications qui était évident au niveau de la région. Je vais y revenir tantôt. Au niveau de l'entrepreneuriat, on a recentré ce qu'on faisait pour se consacrer à notre terroir entrepreneurial. Je vais dire ça comme ça. Je vais en parler tantôt. Et là, on s'est mis à mettre moi j'appelle ça dans le pipeline, là, des projets d'infrastructure et des grands projets. Donc, nous, on travaille, on a, je dis toujours, le macroéconomique. On a toujours des projets à caractère plus macroéconomique sur une période de 5, 7, 10 ans. Puis, on a des interventions qui sont plus sporadiques annuellement, l'accompagnement des entreprises, etc., etc. Ça aussi, on va y revenir. Comment on a fait ça d'un premier temps? Bien, je vous disais tantôt, je parlais qu'on a fait du copier, on s'est inspiré, puis vous allez le voir un peu partout au niveau de la présentation. Puis, dans les années qui ont suivi, on s'est beaucoup inspiré, premièrement, au Québec, des régions qui marchaient le mieux, de qu'est-ce qu'ils faisaient. On est allé espionner, je vais dire ça comme ça, ce qui se faisait de mieux au Québec, puis on l'a retenu. Puis on l'a rajouté dans notre sauce à spaghetti. Donc, les plans d'action de nos voisins, on les a regardés, sur quoi ils travaillaient, comment ils travaillaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais on ne s'est pas fermé uniquement au Québec. On l'a fait, on est allé à quelques reprises, même en France, visiter certaines régions, voir certains projets, comme M. Berthold le disait, au moins deux, 3 reprises. Il y a eu une mission qui a été faite en Ontario. On revient dernièrement d'une mission à Lowell aux États-Unis. Moi, j'étais allé 1 mois et demi à Boston. On verra comment on l'a utilisé. En Allemagne, un peu partout. Donc, on est allé chercher dans ces coins-là ce qui faisait de mieux, puis on l'a mis dans notre sauce à spaghetti. Puis notre sauce à spaghetti, on les fait, comme vous le savez, assez souvent. Donc, je vous dirais bien honnêtement que les planifications stratégiques, là, sur une période de 5 ans, puis des grands plans à pu finir, on n'est pas très chaud à ça, bien honnêtement. La vie change tellement vite que nous, ce qu'on fait plus, c'est une planification stratégique, mais annuelle. Un plan annuel, un plan de travail annuel. Et comme je disais, l'économie change tellement, on est tellement en mutation rapide que de se faire des plans et essayer de viser ça sur une période de 5 ans. Oui, on a une trame de fond qui est là, mais on est extrêmement opportuniste. La vraie réalité, là, c'est qu'on est des opportunistes. On va préparer un paquet de projets, on a dans nos classeurs, puis quand les mots qu'on entend fit avec un projet, bien, on sort le projet du classeur, c'est lui qui devient la priorité. C'est un peu comme ça qu'on travaille à ce niveau-là. Donc, des projets macroéconomiques, des interventions microéconomiques au niveau de notre entrepreneuriat local, puis une grosse trame de fond qui est fort importante, c'est les communications. Les communications, pour vous donner une idée, c'est qu'en 2006, on a fait avec DG Marketing une étude sur la perception, une enquête d'opinion des gens par rapport à notre région. Et ça, c'est un élément qui est fondamental. On s'est appuyé pour voir si ça changeait de quoi les interventions qu'on faisait. Et vous pouvez voir qu'en 2006, là, c'est extrêmement négatif par rapport à la perception de la région.
Donc, on hérite d'une trentaine d'années de fermeture, de fermeture, de fermeture. Toutes les familles dans la région ont été affectées par les fermetures. Quand tu as 4 500, 5 000 emplois depuis les années 75 dans le secteur minier, mon père a travaillé dans les mines, mon grand-père a travaillé dans les mines, mon oncle a travaillé dans les mines, tout le monde a travaillé dans les mines, puis tout le monde a connu l'effervescence de ce temps-là avec les salaires les plus hauts au Canada. Donc, quand tu fermes, puis tu fermes, puis tu fermes, puis tu fermes, veux pas, ça affecte le tissu socio-économique d'une région et la perception des gens que c'est pas compliqué, on s'en va vers une fermeture, il n'y a plus rien à faire. Donc, c'était très noir, comme vous pouvez voir, au niveau du nombre d'entreprises ou des nouvelles entreprises créées. Il y en a quasiment 60% de la population qui disait que c'était plus bas qu'ailleurs. Si on prend au niveau de la vitalité économique, le point 4, ben, 50% encore là, 51% qui disaient que c'était beaucoup plus faible qu'ailleurs que les autres régions au Québec. Puis quand on parlait des perspectives d'avenir, ben encore là, tu avais 50% qui disaient que c'est plus faible qu'ailleurs au niveau de la perception. Puis au niveau du leadership régional, ben, on était plus faible là aussi. Donc, c'était une perspective qui était quand même assez noire. Et ça, ben, plusieurs vous diraient qu'on l'entendait partout où on allait. Parce que l'anecdote là, du restaurant Mike's, là, ben, ça aurait pu être au McDonald's, ça aurait pu être au Carrefour Frontenac, ça aurait pu être chez le barbier, ça aurait pu être n'importe où, parce que c'était la perception qu'on avait à ce moment-là de la région. Donc, ce qu'on a fait à partir de ce moment-là, et ça, je pense que ça a été un élément fondamental, parce que vous savez, les marchés boursiers montent sur les anticipations. C'est comme ça que ça fonctionne. Une action en bourse, là, elle ne monte pas pour les nouvelles qu'on a aujourd'hui, elle monte sur les perspectives qu'on va avoir. Et ça, on savait bien qu'en changeant la perception des gens, on changeait les perspectives, on recréait du dynamisme, puis veut pas, on était pour relancer la boule, si on veut, du développement économique, assez qu'à un moment donné, ça devient plus gros que nous autres, puis on ne sait même pas. La vraie réalité, là, c'est que les derniers chiffres qu'on a eus les dernières années, des mises en marché, ça, M. Brousseau, Marc-Alexandre pourra en parler, je pense qu'il est avec nous autres. On est passé là, des années où on n'avait pratiquement pas de mise en chantier. Là, on le prend pour la ville de Thetford, mais c'est même partout, puis de plus en plus, c'est même en banlieue, là, dans le milieu de villégiature que ça se voit. Mais pour la ville-centre, on le voyait directement parce qu'au niveau de l'urbanisme, les statistiques nous pétaient d'en face à tous les mois. Il n'y avait pratiquement pas de mise en chantier. Des résidences construites, on ne voyait pas ça dans les années 2005. On avait à peu près 16 à 18 millions de demandes de permis par année, alors que là, on essaye toujours autour de 60-65 millions. Donc, c'était ça la réalité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis beaucoup d'emphase à rejoindre notre population directement parce qu'en même temps, pour une raison X, on avait toujours un filtre dans les médias locaux qui était un filtre qui permet toujours de ressortir un angle qui était noir par rapport à peu importe l'annonce qu'on pouvait faire. Alors, assez rapidement, on a utilisé les nouveaux moyens de technologie pour rejoindre la population. Et ce qu'on voulait, c'est avoir un lien direct. Donc, de la SDE à la population, plus d'intermédiaires entre les deux. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, aujourd'hui, notre... C'est qui était sur ça, là? Les personnes qui allaient intervenir avec la population? M. Brousseau, en passant, je lui ai demandé de se... C'est la société. Tout ça a été animé par la Société de développement économique. Annuellement, nous autres, on va émettre entre 120 et 150 communiqués de presse par année. Et on a mis en place ces structures-là. Donc, les Facebook, les Twitter, les chaînes YouTube, les bulletins électroniques, etc., c'est toutes les communications à la SDE qui ont pris cette initiative-là de mettre tout ça en place. Et là, ça nous a permis d'intervenir directement avec la population. Donc, la nouvelle qu'on voulait passer et le changement de mentalité qu'on voulait faire dans le milieu, bien, graduellement, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a 14 000 fans sur notre page Facebook. À toutes les semaines, on rejoint entre 50 et 55 000 personnes sur notre Facebook. Donc, ça vous donne une idée que, veut pas, en tapant sur le clou de façon graduelle, on a changé vraiment, on va le voir tantôt, là, mais ça a eu des effets. Donc, on a créé... Moi, ce qu'on voulait, Luc, dans le fond, c'est que plutôt que ce soit nous autres tout le temps qui disent aux gens le positif, on voulait que le voisin de la table du gars qui parle en mal se lève et dise « Hey, c'est pas vrai que ça va si mal que ça. » Vous savez, les petits déjeuners le matin au café où on fait le bilan puis on fait le procès de la séance du conseil de la veille puis tout ça, on voulait faire en sorte que les citoyens deviennent eux autres aussi
des porte-paroles positifs. Mais pour ça, il fallait les rejoindre. Il fallait changer notre façon de faire, puis il fallait que notre message passe. C'est là qu'on a fait, je parlais de toutes sortes de projets de fous. On parlera des infrastructures, parce que les infrastructures ont eu quelque chose de super important dans notre changement. Mais des projets de fous qu'on a faits, c'est pas compliqué. On a fait en 2003 les Jeux du Québec. Juste avant 2005, il y a eu les Jeux du Québec. Ça a permis à la population de se mobiliser pour quelque chose de positif. Fait que déjà en 2005-2006, il restait quelque chose de cette édition-là des Jeux du Québec en 2003. Par la suite, on a fait des exercices comme on a participé au concours Craft Hockeyville. Ça, c'est positif et négatif en même temps. On n'a jamais vu une population autant mobilisée que ça autour d'un projet qui n'avait rien à voir avec la relance, mais qui a réussi à réunir tout le monde. Tout le monde travaillait ensemble. Le monde était la nuit au Tim Hortons pour aller voter pour Craft Hockeyville, pour Thetford Mines. On s'est fait voler notre prix puis je le dis, puis je serais prêt à le démontrer, on s'est fait voler notre prix par Craft, parce que Craft puis CBC, parce que c'est un concours anglophone, ils ne voulaient pas que ce soit la même ville, une ville du Québec qui gagne 2 années de suite ce concours-là. Ils n'ont pas de clientèle ici. Ils ont tout fait pour nous discarter. Mais sauf que ça a été une mobilisation extraordinaire. On a été nommé la ville plein air de l'année au Québec, Thetford Mines. OK. C'est vous qui avez donné tous les trucs à Donald Trump, là, Facebook, Twitter. J'espère. Moi, mieux. On va voler le prix à la fin, mais. Non, lui, le problème, c'est qu'il a juste pris le côté négatif de nos idées. C'est ça l'affaire. Ouais. On a fait une opération qui s'appelle Vision Jeunesse en 2011. On a fait une grande consultation chez tous les jeunes. On est allé dans les écoles. On leur a demandé ce qu'ils voulaient, ce qu'ils souhaitaient de leur avenir. Puis, on a eu des résultats de sondage. Exemple, ça nous avait surpris à l'époque, chez les jeunes du secondaire et du cégep, il y avait 52 % des jeunes qui nous disaient qu'ils voulaient rester dans leur région, 35 % qui ne voulaient pas rester. Dans ça, ils disaient pas d'emploi dans mon domaine, c'est une région isolée, il manque d'activité. Mais il y a plus de la moitié des jeunes, malgré le peu de ressources qui étaient là, ça nous a convaincus que de 2006 à 2011, on avait fait un bout de chemin, parce qu'en 2006, on avait fait le même sondage. Je suis persuadé qu'on aurait eu 75 % des jeunes qui voulaient partir. Donc, on a fait ces grandes opérations-là pour faire en sorte que la population aussi soit mobilisée. Parce que tantôt, on a parlé de mobiliser les élus, on a parlé de mobiliser les intervenants économiques, mais ceux qui parlent, puis ceux qui voient le plus de monde à tous les jours, puis ceux qui sont le plus susceptibles d'amener une petite PME chez nous, ben c'est la majorité de la population qui se promène puis qui parle. Donc, il fallait arrêter ce discours-là. Puis c'est en faisant tout ce genre de petites activités-là qui demandaient beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, mais qui ont fait en sorte que la population a commencé, elle aussi, à nous croire puis à embarquer dans notre relance, puis dans la perception qu'effectivement, chez nous, ça allait bien. Il fallait convaincre le constructeur de maisons qu'il allait avoir des jeunes pour l'habiter, cette maison-là. Il fallait faire une rue neuve, parce qu'on ne construit pas une maison neuve à côté d'une vieille maison. Donc, il y a eu des choix politiques à faire au niveau de la ville, il y a eu des choix politiques au niveau de comment on allait vendre nos projets, mais tout ça a porté fruit. Il faut donner confiance, puis c'est là que les élus, les intervenants avaient un rôle majeur à jouer, mais sans la population, on aurait fait tout ça pour rien, parce que c'est la population qui y croit puis qui va faire en sorte que les entreprises vont embarquer aussi, les commerces puis tout ça. Puis, mais vous avez un gros pouvoir d'influence quand même, justement, pour renverser la tendance. Bien, on a créé, il n'y a rien qui se fait tout seul. Là. Ça prend un front de bœuf, là. Parce que créer des événements comme Craft Hockeyville, mobiliser toute la population, mobiliser les gens pour aller voter sur un site pour qu'on gagne le prix de ville plein air du Québec, c'est pas parce qu'on le dit un matin à une séance du conseil ou un soir à une séance du conseil que les gens vont se mettre à voter. Là. Ça prend de l'énergie, ça prend des efforts. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Mais on a décidé d'investir là-dedans. Puis ça a fonctionné. Le virage de la SDE, les municipalités, la ville plein air, honnêtement, si vous regardez Thetford Mines, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de plein air qu'il y en avait à l'époque. À l'époque, c'était vraiment une ville grise. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, pour justifier notre ville plein air, on s'est reposé sur nos villes voisines, Adstock avec la montagne, les lacs avec du côté d'Israélie. On a dit, on est une ville plein air, mais c'est une façon de vous démontrer qu'on est la région plein air par excellence. Donc, on a intégré tout le monde dans cette démarche-là, ce qui a fait en sorte que les gens l'ont cru, puis qu'aujourd'hui, ben, cette région-là se tient fort.
peut-être juste compléter, dans l'exercice de communication. Luc, j'ai M. Beauceau, justement, tantôt, Oui. j'essayais de lui demander, là, je pense qu'il a vu, il voulait intervenir. M. Beauceau, vous voulez parler? Je crois que vous avez le son. Bien, je peux peut-être intervenir. Vous semblez m'inviter à le faire, puis j'aurais envie de faire du pouce sur ce que M. Berthold dit. Donc, Marc-Alexandre Beauceau, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maire de Thetford Mines et j'ai été commissaire industriel à la Société de développement économique exactement dans les années dont on parle. Et puis, ce que j'aurais envie d'ajouter par rapport au changement de perception qui était majeur pour la suite des choses, c'est que ce qu'on s'est mis à faire, entre autres, avec les différentes plateformes que la SDE utilisait, c'était de diffuser des bonnes nouvelles. Parce que souvent, ce que les gens se disaient en prenant leur café au Bang Bec, parce que dans le temps, il y avait, je ne me trompe pas, il y avait encore le Bang Bec chez nous, le Tim Hortons, ben, les gens se répétaient les mauvaises nouvelles qu'ils entendaient, puis c'est pas drôle ce qui est arrivé à un tel, c'est pas drôle ce qui est arrivé là-bas. C'était à côté du maïs, hein? Oui, c'est ça, mais on ne les alimentait pas des bonnes nouvelles. Les gens, il ne faut jamais penser que les gens connaissent tout ce qui se passe autour d'eux. Alors, on leur disait, c'est vrai aussi pour le milieu des affaires. Moi, mon rôle, quand j'ai été embauché comme commissaire industriel, ça a été de faire le tour de toutes les entreprises de la MRC, une par une. Ce qui était frappant, c'est à quel point que les gens d'affaires, même entre eux, ne se connaissaient pas du tout. Donc, on a réussi à ce moment-là à faire des liens entre eux. Donc, à ce moment-là, les uns connaissaient les bons succès des autres aussi. Les uns pouvaient mieux utiliser les entreprises voisines également, ce qui a vraiment créé des effets d'entraînement puis des projets où les entreprises se sont mis à travailler davantage ensemble. Donc c'est ça. Sinon, sur Crafockéville, effectivement, c'est un vol, Luc. Je n'ai jamais compris pourquoi on avait à peu près 10 fois plus de votes que notre deuxième poursuivant. Donc, ils ont cherché à nous disqualifier. Non, mais ça a été. Moi, j'en parle aujourd'hui. Sur le coup, on était très amers. Imaginez-vous, là, on est à peu près 500 personnes. Ça, on ne voit plus ça aujourd'hui, 500 personnes réunies dans un petit espace. Là, mais on était à peu près 500 personnes au cégep attendant un résultat. Puis on a fini dernier sur les 5 finalistes, alors qu'on savait très, très bien qu'on avait, quand ils ont sorti le résultat, qu'on avait 10 fois plus de votes que ça. Et après ça, c'est de garder la confiance de la population. Là, fait que là, il a fallu focusser un peu. On les a concentrés contre Craf et contre CBC. Et ça nous reprenait un projet vite pour essayer de passer à autre chose. Oui, tout à fait. Au niveau des communications, je peux peut-être juste compléter qu'effectivement, là, on a, en 2006, en fait, là, un des premiers exercices, ça a été de mobiliser les organisations municipales, les entreprises, justement, du côté de détecter des bonnes nouvelles puis de le faire savoir. Donc, ça, il y a une tournée des municipalités. À l'époque, notre source en communication a vraiment fait la tournée des municipalités pour aller leur expliquer vers quoi on s'en allait, comment on rédigeait des communiqués de presse, dans le but justement d'alimenter tout ce réseau-là en bonnes nouvelles pour changer. Et Luc, de faire comprendre aux gens d'affaires que c'est important de faire connaître leurs bons coups. Ça a été une des choses les plus difficiles. Les gens d'affaires ne voulaient pas parler de leur succès. Les gens d'affaires, ils voulaient garder ça, là. Non, j'ai agrandi, mais c'est pas grave. Non, il faut le dire. Ouais, c'est ça. C'est parce que ça a été un défi. Marc-Alexandre peut en parler s'il l'a vécu, quand il a fait sa tournée. C'était un défi de dire aux gens d'affaires, on se promenait, puis les gens investissaient, mais on ne le savait pas. Mais faites connaître vos bons coups. Comment voulez-vous que la population, comment voulez-vous qu'on vous assure que vous allez avoir des travailleurs demain si on n'est pas capable de montrer à la population que vous allez bien? Et ça a été un méchant défi. Puis je pense que c'est encore un défi de nos jours. Il faut toujours pousser un petit peu plus pour qu'ils fassent connaître leurs bons coups. C'est important parce que ça change la perception. Oui, tout à fait. Les MS ne sont pas habitués souvent à se vanter ou se vendre. Ils sont plus focusés sur l'opération. Mais pour une région, c'est tellement important parce que ça démontre, hey, eux autres qui ont agrandi, viennent d'engager 10 personnes. 10 personnes, c'est rien par rapport aux 10 000, mais les chiffres que Luc va vous montrer tantôt, vous allez voir qu'on peut changer bien des choses avec 1 ou 2 personnes par entreprise. Donc, les communications, ça a été comme, je dirais, un incontournable, nous autres, par rapport à tout l'aspect de reprise en main puis de relance de l'économie. Comme je disais tantôt, on va le voir, là, une fois que la confiance est revenue, les investissements se font, ça permet de faire tourner l'économie locale. Autre chose importante, comme on disait, c'est l'entrepreneuriat. Donc, on a vraiment repositionné complètement la notion de développement économique par rapport à la grande entreprise, ce qui était visé de 1996, depuis le milieu des années 90, sur notre terroir local. Comme je le disais tantôt, puis comme Marc-Alexandre vient de le dire lors de son entrée à la Société de développement économique,
c'était vraiment l'alignement qui a été pris. C'est nos entreprises locales. Premièrement, comment on peut les accompagner dans leurs projets. Et ça a été une grande portion du travail de nos commissaires, puis ça l'est encore. Juste vous rappeler qu'à l'époque, on avait un commissaire au développement économique et aujourd'hui, on en a 3, plus une ressource au développement touristique, ce qui fait 4 ressources qui font ça, accompagner les entreprises dans leurs projets. Puis comme M. Brousseau le disait à l'époque, il n'y a pas un entrepreneur qui n'a pas un projet dans son tiroir. Il s'agit juste de faire ouvrir le tiroir puis de commencer à l'aider. Et souvent, les investissements se mettent à se faire et veut pas, bien, ça crée de l'emploi sur le territoire. Donc, on a mis en place, aujourd'hui, on a l'air intelligent, là, puis on dit qu'on a mis l'écosystème entrepreneurial en place. La vraie réalité, c'est qu'on n'a jamais eu un tableau de même en 2005. Là. Le tableau n'était pas là. Oui, dans notre plan annuel d'action, on avait des interventions qu'on voulait faire. Oui, on voulait moderniser nos parcs industriels. Et au fil du temps, bon, on a commencé par travailler. Ce qu'on s'est dit, c'est que puis il faut savoir que dans une ville mono-industrielle, la notion d'être entrepreneur n'existe pratiquement pas. Les sondages qu'on avait faits auprès des jeunes, ce n'était pas une opportunité de carrière que d'être entrepreneur. Ton père avait travaillé dans les mines, ton grand-père a travaillé dans les mines, tout le monde a travaillé dans une shop à quelque part. La notion de devenir entrepreneur, elle n'existait pratiquement pas. Alors, une première chose qu'on a faite, on va fêter là, les 10 ans, 11 ans, c'est la semaine Le Goût d'entreprendre. Donc, dans le fond, la semaine Le Goût d'entreprendre, c'est un bel exemple du copier-coller qu'on a fait en allant visiter d'autres régions. Ça, la semaine Le Goût d'entreprendre, ça vient du Nord-Pas-de-Calais. Ils nous ont donné le livre de ce qu'ils faisaient, le cartable au complet, puis on l'a emmené ici, puis on s'est dit, avec les statistiques et les données que ça avait données là-bas, on s'est dit, d'après moi, ça a du sens de commencer assez tôt à parler d'entrepreneuriat au monde, aux jeunes, dans les écoles, puis les sensibiliser au fait que ça peut devenir une opportunité de carrière d'être entrepreneur. Fait que ça fait en sorte une période de 10 ans, puis on n'a pas le temps, là, mais la perception a également changé. Et présentement, dans notre région, quand on gagne des différents prix, ben, c'est parce qu'on a fait ces actions-là. La grande journée des petits entrepreneurs, on est l'une des plus grandes régions au Québec en termes de participation, parce qu'on a le plus de jeunes. Bien, c'est peut-être pas étrange à tout ça. Donc, on a mis des outils en place, puis là, on n'a pas le temps de rentrer en détail dans chacun, mais au fur et à mesure qu'on est allé voir ce qui se passe, bien, exemple, la période où on a passé à Boston, où je suis allé pendant 1 mois et demi visiter tout ce qui se faisait au niveau d'incubateurs dans la région de Boston, on est revenu en se disant, ça serait peut-être important d'avoir une concentration de l'entrepreneuriat dans un même lieu où les gens d'affaires vont interagir entre eux. C'est là qu'on a mis en place des outils comme ceux-là. À ça, ça joint un peu partout des fonds de capital de risque qui permettent, dans le même lieu, d'aider le jeune entrepreneur à se partir. Bien, on a mis en place le fonds de 5 millions qui permet justement d'investir dans des entreprises. Et etc., ce qu'on a mis en place au fil des ans, dans le fond, c'est pour alimenter notre jardin. Donc, l'idée, puis on le réalise depuis, puis les études le réalisaient, 90% des entreprises dans une région sont parties par du monde de la région. Donc, travaillons avec notre monde, on risque de créer de l'emploi, puis on risque de faire de la diversification économique. Et au fil du temps, bien, c'est ça qui s'est produit. Donc, au fur et à mesure que des entreprises étaient créées, on l'annonçait dans notre système de communication, puis la roue est partie tranquillement. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu se diversifier au fil des ans. Et tout ce que Marc-Alexandre parlait tantôt, des 5 à 7 avec les chefs d'entreprise, pour faire en sorte que les chefs d'entreprise se rencontrent, tissent des liens entre eux, commencent à faire de la business ensemble. Bien, c'est ça qu'on fait depuis déjà plusieurs années. Là. On fait vraiment un 5 à 7 dans une usine et c'est ce qui fait. Puis parallèlement à ça, bien, on a mis en place des galas de reconnaissance et différentes activités qui permettent d'alimenter la reconnaissance de tout le réseau et de faire en sorte qu'on vienne consolider le secteur de l'entrepreneuriat dans notre région. Et présentement, bien, on est justement en train de travailler sur le niveau des parcs industriels, motels industriels, etc. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on manque de place. Aussi bizarre que ça puisse paraître, la bonne nouvelle, c'est que là, il faut penser un peu plus loin, puis peut-être penser d'ici 5, 7, 10 ans, parce que nos parcs, un peu partout sur le territoire, là, qui ont été identifiés par la MRC, bien, ils commencent à être pleins. Il faut déjà qu'on commence à penser à plus long terme en termes de diversification. Je ne sais pas si M.
Bertol avec Ben, chose à j'avais ajouter. M. Brousseau qui a marqué, qui a noté un commentaire. Je ne sais pas s'il voulait réintervenir. Ben, Marc-Alexandre a raison. On a avancé sur la mise de l'avant des succès d'entreprises quand ils ont vécu des difficultés de recrutement, parce qu'à un moment donné, nos jeunes, effectivement, n'étaient pas là, il y en avait moins. Puis, quand les entreprises ont commencé à voir qu'il n'y aurait pas de travailleurs, ils se sont mis, eux autres aussi, à vouloir nous aider dans notre opération de relance, puis de garder les jeunes, puis tout ça. Donc, effectivement, on a vécu ça. Puis, les entreprises, comme l'a dit Marc-Alexandre, puis comme l'a dit Luc, il y avait tous des projets, mais bon, on va faire ça plus tard, on va faire ça plus tard. Au lieu de viser l'usine à chaudron qui va avoir 1000 personnes qui vont travailler, on s'est mis à vouloir travailler l'usine à ustensiles. L'usine à ustensiles, c'est qu'on va faire une petite fourchette là de plus, une petite fourchette là de plus, une petite fourchette là de plus. Fait qu'à la fin de l'année, on avait quand même 200-300 jobs de plus de créer dans la région. Ça ne paraissait pas, mais c'était dans chacune des entreprises qui avait un petit projet qui avait mis de côté, puis qui n'était pas accompagné, puis qui n'était pas capable, qui a fait en sorte qu'il n'y avait pas le temps. Puis finalement, la SDE a mis en place un accompagnement d'entreprise qui a été vraiment extraordinaire, qui a permis que, écoutons, 2 jobs de plus là, une job de plus là. Hop, on a recruté du monde, la shop n'est pas partie, elle est restée. C'est comme ça que, en visant pas le coup de circuit, mais des simples à chaque fois, on a fait pas mal plus de points pendant ces années-là qu'on en a fait quand on visait avoir le gros 1000. Là. En partant des forces du milieu, vraiment. Tout à fait. Puis l'autre affaire, peut-être juste avant, Luc, c'est qu'en mettant en contact les entreprises, le nombre de personnes qui se sont mis à donner des contrats à leurs voisins parce qu'ils ne savaient pas qu'ils faisaient des choses, ça m'a vraiment étonné, ça m'a vraiment surpris. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas, par exemple, qui faisaient venir des pièces d'ailleurs parce qu'ils ne savaient pas que son voisin, 2-3 rues plus loin, faisait exactement le même genre de pièces. Puis ils se sont mis à s'entendre, puis ils se sont mis à s'aider mutuellement comme ça. Fait que ça a donné, je pense que ça a été une des grosses réussites, c'est cette mise en commun des ressources de nos entreprises locales. Ça n'a pas été uniquement l'approche du système de l'écosystème entrepreneurial. Bon, là, on regarde vraiment plus l'entreprise. Mais je dirais que la philosophie en arrière de tout ça, elle a été même partagée au niveau politique. Puis ce que je veux dire par là, c'est que, pour vous donner un exemple tangible, là, dans la région, nous, grosso modo, là, on a 50% des travailleurs dans une usine, qui n'habitent pas la ville où ils travaillent. Donc, techniquement, il y a 50% des employés d'une usine à Hadstock qui n'habitent pas à Hadstock. Il y a 50% des employés d'une usine à Thetford qui n'habitent pas nécessairement à Thetford. Puis quand je dis que cette approche-là globale s'est transmise au niveau politique, pour vous donner une idée, c'est qu'on a même vu le président de la SDE, pour vous donner un exemple, là, le président de la SDE, qui est maire de la ville de Thetford, aller essayer de convaincre un président de compagnie pour aller s'établir à Disraeli. Pour vous donner une idée, là, que ce qu'on voulait, c'était créer, peu importe où, c'était de créer de l'emploi, créer de la business. Donc, à cette époque-là, on est allé convaincre Shermack de relancer l'usine à Disraeli. Puis, il n'y en avait pas de limite. Là. Je veux dire, que l'entreprise s'implante à Disraeli ou qu'elle s'implante à Thetford ou peu importe, il y avait toujours la notion du 50% qui est bonne pour tout le monde. Il y a toujours un 50% qui va aller, ça va être un employé qui va résider à Thetford, qui va aller travailler à Disraeli, ou un employé de Disraeli qui va venir travailler à Thetford. Fait que l'approche a été vraiment, puis ça, on a encore cet héritage-là un peu là, de dire, ce qu'on veut, c'est que la pomme, elle tombe juste à côté de notre pommier local, peu importe où exactement, c'est pas l'approche qui n'a jamais été préconisée en tant que telle. Tu sais, je mentionnais tantôt, on est une ville-centre, puis on va être le centre du monde, mais être le centre de rien, ça ne sert à rien. Donc, s'il n'y a plus de village autour, s'il n'y a plus rien qui fonctionne autour, il va y avoir moins de gens dans les commerces, dans les centres d'achat, dans les restaurants de Thetford. C'est toute la communauté qui ne bénéficie pas des retombées, du succès de notre municipalité. Puis ça c'est important. Je pense qu'on le comprenne bien. Quand ça va bien dans une municipalité, dans la grande comme dans une petite,
c'est tout le monde qui en profite parce que c'est les restaurants qui vont être pleins, c'est tous les services qui vont s'en sortir mieux. Parce que je me souviens faut comprendre aussi qu'à chaque année, pendant une longue période, chaque année, peut-être pas à chaque année, là, mais sur une base régulière, il y avait des présentations qui étaient faites au niveau de la MRC. Puis je me souviens qu'on montrait un beau tableau, là, que 42 000 de population, il faut comprendre qu'on est un coin de rue à New York. Dans la vie, on n'existe pas, là. Puis si on le prend même à l'échelle de toute Chaudière-Appalaches, on n'est pas grand-chose. On est un quartier à New York. Quand tu te mets à penser à ça, fait que de penser que notre compétiteur, c'est sur le coin de rue voisin, c'est assez limitatif comme pensée. Tu sais, de nos jours, là, notre compétition, elle peut venir de l'Inde, elle peut venir de peu importe. En Chine, pas mal. La Chine, entre autres, mais les technologies viennent d'Allemagne, les technologies viennent d'un peu partout. Puis il faut avoir une pensée de coin de rue, là. Il faut vraiment voir que c'est une approche globale, puis c'est un peu ça qu'on a essayé de développer. Dans un autre ordre d'idée, le dernier point pour avancer, les infrastructures, bien, comme on disait tantôt, un des points majeurs, c'est qu'on s'est mis à avoir dans le pipeline des projets, des grands projets, des projets d'infrastructure, des projets macroéconomiques qui touchent l'ensemble de la région. Donc, on s'est mis à travailler sur des projets comme le gazoduc, des parcs éoliens, des centres de congrès, comme on a vu les annonces des complexes hôteliers qu'on a entendu, des grands projets structurants au niveau du tourisme, comme le centre historique, les développements qu'on peut avoir dans différents secteurs d'activité. Donc, on s'est mis, et les municipalités sont mis à alimenter leur pipeline et à avoir des projets. Donc, tous ces nouvelles-là mis ensemble, évidemment, ça a changé le portrait grandement. Les communications qu'on a, le système de communication qu'on a mis en place, je vous dirais que les relations de presse qu'on a faites nous ont permis d'atteindre nos objectifs dans ces différents dossiers-là. Donc, c'est pas rare que la Société de développement économique trouvait que ce tel projet-là était nécessaire, puis 2 semaines après, la MRC sortait un communiqué de presse en disant « Les maires trouvent que c'est une priorité ». Donc, on alimentait tout ça dans le réseau, puis je vous dirais qu'on sortait ces fils de presse du gouvernement. Et assez souvent, on réussissait à avoir des rencontres et on réussissait à faire avancer nos choses. Je ne sais pas Front de bœuf. Ça, là, c'est le parti front de bœuf. Parce que quand l'économie ne va pas bien à cause des entreprises, il faut que le public prenne sa place, puis il faut qu'il soit prêt à prendre sa place. Pendant que les mines ont fermé de 2006 à 2013, ça nous prenait des projets pour continuer à faire vivre les restaurants. Ça nous prenait quelque chose pour que l'économie continue à fonctionner en attendant que l'entreprise prenne sa place. On a eu la construction du gazoduc. Le gazoduc, là, imaginez, on a la chance une fois dans une ville, le premier ministre du Canada vient nous visiter. On a la chance d'avoir une discussion, les gens d'affaires avec lui, et on doit faire nos demandes, on s'attend, puis on s'entend tout le monde ensemble. Il y a un projet qu'on veut faire, c'est le gaz naturel à Thetford. C'est pas compliqué, il n'y aura pas 2546 demandes. On va demander le gaz naturel. Donc, je me souviens très bien de la table des gens d'affaires qui étaient là, puis les maires de partout, puis tout le monde avait le droit de parler, mais tout le monde a parlé du gaz naturel. Ben, bateau, pas longtemps après, on a eu le gaz naturel parce qu'on s'était entendu tout le monde ensemble. Puis ça, ben, c'est 50 millions qui sont venus être investis chez nous pendant que les mines étaient en train de fermer. Le parc éolien des Moulins, la même chose. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec un projet comme celui-là? C'est pas un projet qui me tenait particulièrement à cœur pour ce qu'il est, mais c'est un projet qui était intéressant. Donc, j'ai dit, si la population ne s'oppose pas, on y va. La population a dit, c'est correct, on est parti, on est allé. Ça a alimenté nos commerces, nos industries pendant 3 ans, le temps que tout ça se fasse. Donc, ça a permis de nous assurer une transition. L'usine d'eau potable, c'est un dossier qui traînait depuis des années à Thetford. On a décidé qu'on allait le régler. Un front de bœuf, on ne voulait pas tout le payer, puis les programmes étaient à 50 %. On a dit non, on va le faire juste si vous avez 80 75 % de subvention. Ben, bateau, on a tellement insisté, on a tellement tous travaillé ensemble qu'on l'a eu. Puis c'est la même chose pour plusieurs de ces projets-là. On était prêts quand est venu le temps, on était prêts quand les opportunités se sont présentées. Puis ça nous a permis de nous faire souffler pendant qu'on restructurait l'économie de la région. Et aujourd'hui, ben, on regarde le bilan de ça, on est très, très fiers. Mais n'ayez pas peur d'avoir un front de bœuf, puis soyez prêts, ayez des projets de prêt sur la table. Pas juste une idée. Une idée, ça sert à rien. Parce que tout le monde en a des idées. On a eu pour nous aider, on n'a pas parlé beaucoup, un fonds de 50 millions du gouvernement fédéral pour nous aider quand les dernières mines ont fermé. M. Paradis a réussi à nous obtenir ça du gouvernement,
Mais on a présenté pour à peu près 200 millions de projets, Luc, je ne me souviens pas, pour justifier qu'on puisse avoir 50 millions d'aide pour nous aider à diversifier notre économie. Puis je me souviens très bien, les premiers appels qu'on a eus, on nous offrait 30 millions. Moi puis Luc, on s'est mis à pleurer, mais on ne sait pas de bon sens, on ne serait capable de rien faire avec ça. Puis finalement, on a réussi à obtenir 50 millions. Mais pourquoi? Parce qu'on était prêt, parce qu'on avait une liste de projets et voici tout ce qui attend, là, voici tout ce qui est dans le pipeline, tout ce qui est prêt à être réalisé, puis votre investissement va changer quelque chose à court terme. Puis aujourd'hui, si je regarde le bilan, c'est vrai, ça a marché, il n'y a plus d'argent dans le fond, les parcs industriels, les incubateurs ont été construits, pas juste à Thetford, partout, ça a été vraiment ce qu'on a dit, puis il nous manquerait un autre 50 millions. Moi, je le dis comme ça, là, mais je pense qu'on serait capable de l'utiliser à bon escient parce qu'il nous reste encore plusieurs projets sur la table qu'on n'a pas réalisés. Vous demanderez aux gens du politique de travailler ça, là. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on ouais. Je pense que ce qu'on essaie. C'est quand on est derrière un projet puis que le gouvernement sent qu'il y a la population, qu'il y a une unanimité, c'est plus facile de défoncer les portes aussi puis de faire les élastiques. Puis, Tout à fait. Peut-être pour aller, parce que je vois le temps passe, si on veut répondre à quelques questions, je vais faire ça peut-être assez vite, mais 10 ans plus tard, donc en 2012, puis je vous dirais que le même sondage, on l'a refait en 2017, puis la tendance est ancrée. Donc, la perception de la région, avec tout ce qu'on parle, tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été fait, 10 ans plus tard, bien, vous voyez les changements majeurs. Lorsqu'on parle du nombre d'entreprises, de nouvelles entreprises créées, bien, là, on est complètement inversé la tendance. On est exactement au même chiffre, quasiment 60 de la population qui pense qu'on est comme ailleurs ou plus élevé qu'ailleurs. Au niveau du nombre d'emplois créés, même affaire. Au niveau de la vitalité économique, c'est comme ou plus fort qu'ailleurs pour 63 de la population, alors qu'on est plus faible qu'ailleurs pour 51. Donc, vous voyez les tendances, là, sans les prendre au complet. Et les perspectives d'avenir, bien là, on a complètement viré la tendance. Donc, c'est plus fort qu'ailleurs ou tout simplement comme ailleurs pour 60 de la population. Donc, et la perception du leadership régional, bien, autant on peut faire qu'ailleurs à 51 là, oui. Regarde, on va se parler tout de suite après le dîner. Je suis en téléphone. Donc, voilà qu'est-ce que ça a l'air à ce moment-ci. Parfait, excellent. Monsieur Vachon qui parle au téléphone. Oui, je l'ai coupé. J'ai osé le couper, j'espère qu'il va pardonner. Juste faire un topo, là, aujourd'hui, c'est quoi? Ben, 90 de nos entreprises sur le territoire ont 25 employés et moins. Donc, mono-industriel, on peut dire que la dépendance qu'on avait n'est plus là, ou beaucoup moins là, avec une répartition en termes de grosseur d'entreprise, dans plusieurs entreprises, une répartition au niveau de l'emploi. On passe ça vite, les secteurs d'activité. Bref, c'est un peu le bilan présentement de quoi on peut avoir l'air avec des grandes entreprises là, qui font affaire à l'international dans différents secteurs d'activité. Et l'industrie du savoir, dans toutes les technologies, on a une quarantaine d'entreprises sur le territoire, là, c'est même plus que 600 emplois dans ces secteurs-là. Des investissements au cours des 10 dernières années, 1,5 milliard sur le territoire. Juste au niveau des permis de la ville de Thetford, c'est tout près de 600 millions avec l'annonce de la semaine passée. Donc, ça vous donne une idée là, de où on est rendu. Des questions. On a fait ça vite. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je sais qu'on a eu des commentaires. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient poser des questions à nos panélistes? Si vous voulez poser une question, je vous rappelle juste l'écrire dans le chat, puis je vais vous donner la parole. À ce moment-là, vous avez juste enlevé votre mute. Mais pendant qu'on attend, là, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut y croire, parce que si on n'y croit pas nous-mêmes, nos gens ne nous suivront pas. Il faut le démontrer par nos gestes, il faut le démontrer par nos actions, puis par les décisions qu'on prend à chacune des instances, que ce soit au niveau de la Société de développement économique, son plan de communication qui a été hyper positif, que ce soit au niveau des décisions qu'on prend dans les villes, il faut les prendre, puis les défendre, puis par la suite faire en sorte que les gens se l'approprient. Et c'est comme ça qu'on a réussi à convaincre il y a des gens d'extérieur qui viennent investir à Thetford. Moi, les deux bras me tombent. J'en reviens pas que ces gens-là, ils pensaient à nous autres, puis qui viennent investir de l'argent chez nous. Mais ça, c'est parce qu'ils ont parlé à quelqu'un à un moment donné qui les a plu, puis qui vient de chez vous. Donc, votre monde, c'est vos meilleurs ambassadeurs. Encore faut-il que vous les équipiez comme il faut, puis que vous leur donniez l'information pour qu'ils deviennent des bons ambassadeurs. Effectivement, je pense que vous avez dit quelque chose qui me frappait, c'est que souvent on dit que les gens, qu'on dise ce qu'on veut, les gens à la fin nous imitent.
c'est ça qu'ils retiennent. Regarde ce qu'on fait, puis ils font pareil. On est très, très bons là-dedans. Fait que, quand vous êtes mis ensemble, je suis certaine que pour la population, ça a été le goût de se mettre ensemble. Ça donne le goût de voir les gens qui travaillent ensemble au lieu de voir du tiraillement quand les temps sont durs. C'est facile là, de tomber dans le tiraillement, on le sait tous. Là. Mais je pense que ce bout-là, ça va sûrement être inspirant. Puis avec les défis qu'on a devant nous, on va en avoir du tiraillement, c'est sûr. Il y a des gens qui vont vivre des choses difficiles. Fait que j'imagine que tout ce que vous avez comme capital social, que j'appellerais, là, vraiment, ça a créé probablement un gros sentiment d'appartenance puis de goût de se retrousser les manches ensemble. Là, ça va sûrement être un gros atout. Vous voyez comment la COVID, dans les jours qui s'en viennent, là, est-ce que vous êtes très affecté dans la région? Est-ce que plus qu'ailleurs, moins qu'ailleurs, ça va bien? Rapidement, juste avant les fêtes, j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises de chez nous. Ça va bien. Chez les entreprises majeures, l'économie mondiale n'a pas arrêté. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Où ça va moins bien, mais c'est comme vous le savez, les commerces de détail, les restaurants, tout ce qui est commerce de proximité, il va avoir des changements. Et je pense que les régions ça, c'est un des défis que les régions vont avoir à faire aussi. Comment, je lisais ce matin un article qu'Amazon va avoir 4 mégacentres de distribution au Québec. Très bientôt. Donc, c'est pas rien. C'est une nouvelle réalité qu'il va falloir faire face à. Puis ça, c'est un autre des défis qu'on va avoir chacun chez nous pour continuer d'avoir des services de proximité. Amazon a beau livrer le lendemain, mais si moi j'ai besoin d'une pinte de lait, je la veux tout de suite, je la veux pas demain. Donc, ça, c'est juste les services de proximité qui vont nous permettre de faire ça. Puis ça, c'est important de commencer tout de suite à y réfléchir parce que l'économie va sûrement changer après la pandémie, que ce soit en télétravail qui ouvre des opportunités pour les régions. Il y a des gens qui vont peut-être rester plus longtemps chez nous plutôt que de partir à l'extérieur pour travailler puis aller remplir les grands centres-villes. Mais il y a aussi tout le défi des commerces locaux, des commerces de détail. Moi, je pense que c'est ce qui nous attend au cours des prochains mois. Mais on ne sait pas encore dans combien de temps. Et vous et toutes les régions, là, c'est pas... Tout à fait, non, c'est pas juste Québec, nous. Là, vraiment... c'est tous ceux qui nous écoutent vont avoir, qui sont là actuellement, là, on va tous être confrontés à ce défi-là au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Parce que l'industriel moteur, lui, n'est pas trop affecté, en tout cas, au moins à date. Là, à un moment donné, quand ses clients vont être trop affectés, il va peut-être finir par le ressentir, certains soubresauts. Là. On aurait à voir. J'avais M. Gaétan Laflamme qui avait posé une question. Il demandait, il fait un temps où les salaires moyens étaient élevés dans la région. On se positionne comment actuellement? C'est sûr qu'on ne doit pas avoir le même salaire moyen que dans la très grande entreprise. Il n'était pas élevé, il était le plus haut au Canada. C'est encore pire. Oui, ouais, en plus. Des salaires qui étaient écoutés dans notre région, là, des travailleurs dans le secteur minier avec 2 skidoo, un 4 roues, un chalet, puis une maison en ville, c'était régulier. Il fallait gagner quand même des salaires. Je dirais que présentement, au cours de la dernière année, le revenu moyen de travailleur du travail a connu une croissance de 4,5 %. On est à un revenu moyen autour de 39 500 $. C'est sûr que lorsqu'on se compare à la région de Chaudière-Appalaches, on est plus faible parce que, bon, on vit avec tout le secteur des services reliés au secteur financier qui vient changer la donne passablement au niveau du revenu moyen en tant que tel. Là. Mais à ce niveau-là, on commence à être relativement comparable aux autres régions manufacturières au Québec en tant que tel, en moyenne. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez les poser aussi dans la section questions-réponses ou encore dans le chat. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai envie de dire un grand merci à nos participants d'avoir pris le temps. Je pense que c'est toujours intéressant. On vous demande toujours d'étaler sur la carte, sur la table un petit peu tout ce que vous avez vécu. Moi, je retiens vraiment la communication et puis vraiment de travailler ensemble. C'était le goût. C'est sûr que dans les moments difficiles, c'est plus facile à faire. Puis on a peut-être des belles portes ouvertes de ce temps-là quand les gens trouvent les temps durs. Ils ont plus envie de sortir de leur zone de confort, comme vous dites. Là, tout le monde fait ses affaires, on est tous occupés, on manque de temps, mais des fois, il faut réaliser que quand on prend le temps de faire d'autres choses, tout à coup, on retrouve du temps ailleurs, on gagne d'autres choses. Puis surtout, je dirais, de ce que j'entendais, beaucoup de motivation aussi. Quand c'est dur de sentir qu'on a les autres avec nous autres,
ça aide à se donner un coup de pied et à essayer des choses risquées puis à oser essayer des choses. Donc, un grand merci à tout le monde. Merci aux participants. Ça fait plaisir. Et on vous invite de continuer aussi avec nous. On va vous réinviter le 23 février. On va avoir la région de Lanaudière, donc encore là des élus et des gens du développement économique dans un service de deuxième ligne. Là, on a plus parlé avec un service de première ligne qui est le CLD, donc directement sur le terrain. Eux ont plus le même rôle que nous. Oui. Donc, comment on vient en support à ceux qui sont au front, qui supportent ceux qui sont dans l'action dans les entreprises, comment on peut mieux les aider parce qu'il va y avoir encore des défis. Et si nos entreprises se développent plus vite, c'est un peu notre rôle à nous. Comment on va pouvoir justement faire un peu comme vous avez fait. Là. Tout le monde met un petit peu des fourchettes partout. Puis maintenant, on a un beau grand service puis un gros party pour Noël. Alors, en espérant qu'on pourra avoir un party à Noël l'année prochaine. Oui, on aimerait bien ça. On va espérer. Sinon, on va trouver la façon d'en faire des plus intéressants en ligne. On n'est pas encore bon là-dedans. Fait qu'il y a sûrement des opportunités pour innover de ce côté-là.